Alors, pour cette matinée Time to Reload et cette première partie qui va justement sert à faire le point sur les différentes transitions qui traversent le secteur du luxe, difficile de ne pas parler de la plus grande transition, le défi qui est celui de notre génération, la question de la transition environnementale. Comment est-ce que les marques de luxe aujourd'hui parviennent à poursuivre leurs efforts dans un contexte qui est en permanence en mouvement, et comment parvenir à concilier la désirabilité et la responsabilité environnementale? On s'en parle tout de suite avec Hélène Valade, directrice développement et environnement du groupe LVMH. Alors, bonjour Hélène, merci d'être parmi nous pour ce matin. C'est peut-être tout bête, mais on va commencer par le commencement. Le luxe responsable, environnementalement parlant, ça se définit comment? Quels sont les champs d'action? C'est une vaste question, mais si j'essaye de répondre à cette question de la définition, je dirais volontiers deux choses. La première, c'est que le luxe responsable, c'est celui qui a compris qu'il y a des limites planétaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets en matière de ressources naturelles, d'impact du réchauffement climatique sur ces ressources et notamment sur les ressources en eau. Donc il les a intégrés dans son modèle d'affaires, ce qui veut dire faire attention à ces impacts, limiter les impacts négatifs et peut-être pour aller plus loin, avoir des impacts positifs. Ça, c'est le premier pan de cette définition du luxe responsable. La seconde, c'est au fond s'interroger sur ce qu'est le luxe et comment amplifier un certain nombre de valeurs qui sont justement très compatibles avec la sustainability. Et je pense notamment au fait que nous sommes dans un modèle économique qui n'est pas du tout celui de l'obsolescence programmée. Je veux dire par là que lorsque l'on a un sac Dior, Louis Vuitton, on ne va pas le jeter à la poubelle. Et donc, on va plutôt chercher à maximiser sa durée de vie de manière à le transmettre de génération en génération. Et du coup, on répare. Voilà. Et la réparation est un mot qui est entré dans le vocabulaire du luxe et qui donc prolonge au fond la durée de vie de nos produits. Voilà, donc je pense que c'est ces deux choses-là qui définissent vraiment un luxe responsable. Et j'en ajouterai une troisième qui est plus de l'ordre de la gouvernance, qui est de plus en plus cette capacité à embarquer l'ensemble des parties prenantes justement pour avancer, que ce soit les collaborateurs d'une maison comme d'un groupe comme LVMH. Ces collaborateurs ont beaucoup d'attentes à l'égard de ces sujets environnementaux et de manière plus générale CSR. Et puis aussi les fournisseurs dans cette évolution, transformation, etc. Donc la capacité du luxe à embarquer ces fournisseurs est aussi un marqueur de la définition du luxe responsable. Alors vous l'avez bien dit, il y a la question de l'impact, la question de la durabilité, la question d'être leader, être moteur d'un collectif. Chez LVMH particulièrement, vous vous engagez particulièrement sur la question de la biodiversité. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Pour une raison très simple, c'est que tous nos produits, finalement, viennent de la nature. Il n'y a pas de champagne sans vignoble, sans raisin. Il n'y a pas de parfum sans espèces végétales. Il n'y a pas non plus de jolies robes sans soie et champs de coton derrière. Donc ce lien avec la nature, il est vraiment, j'ai envie de dire, intrinsèque. Et donc, on s'est engagé chez LVMH à rendre à la nature ce qu'on lui emprunte. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire s'occuper de ses propres chaînes d'approvisionnement, de travailler avec les agriculteurs, avec les éleveurs, pour voir comment on peut les accompagner dans leur propre transition environnementale. Et c'est toute l'aventure de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui, au fond, est la fin de la monoculture, réintroduit de la polyculture pour faire attention au sol, à la qualité des sols. Évidemment, on limite les intrants et ça a des impacts extrêmement intéressants sur la qualité du sol, sur sa capacité à stocker le carbone, sur sa capacité aussi à retenir l'eau. Ça se mesure très bien par des relevés satellitaires ou par de l'analyse du sol en tant que tel. Et au bout de 3-4 ans, on voit des résultats. Alors j'aime mieux vous dire que, et c'est pour ça aussi qu'on pousse ce sujet autant,
que le fait de voir des résultats positifs au bout de 3-4 ans, ça donne envie de continuer. Ça donne envie d'avoir envie d'aller encore plus loin. C'est très très différent de ce point de vue-là que pour le climat. Le climat, on agit, mais on voit juste des chiffres qui baissent sur des graphiques. On n'en voit pas vraiment encore, malheureusement maintenant, la conséquence physique, j'ai envie de dire. Or, la biodiversité, on voit des résultats. Donc voilà, on s'est franchement inscrit avec beaucoup de volontarisme, aussi de modestie, parce que ce sont des travaux qui sont parfaitement collaboratifs avec nos fournisseurs, en l'occurrence avec les éleveurs et les agriculteurs. Et puis par ailleurs, pour protéger la biodiversité, pour contribuer à cette protection de la biodiversité, on soutient un certain nombre d'institutions dont c'est le métier, et notamment l'UNESCO. On est partenaire de la biodiversité justement avec l'UNESCO, et là aussi c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler avec les communautés locales dans des pays comme ceux de l'Amérique du Sud et notamment l'Amazonie, et on arrive à créer des banques de données sur la biodiversité qui mêlent données scientifiques et données émanant des communautés locales, parce qu'à vrai dire c'est vraiment elles qui ont le savoir sur la biodiversité de leur pays. Ça, c'est vraiment le champ d'action d'LVMH. Vous, de votre point de vue, et notamment au cœur vraiment du développement responsable d'une entreprise qui s'est engagée sur ce sujet depuis des années, quel regard vous portez sur la transition du secteur en général? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de continuer à s'engager quand on voit que les enjeux, par exemple géopolitiques ou économiques, prennent peut-être un peu plus le devant de la scène qu'il y a quelques années? Oui, alors quand on constate quand même ce qui a été fait depuis 10 ans, voire un peu plus, enfin, finalement depuis l'accord de Paris, dont on fête les 10 ans là, en ce moment, les évolutions, elles ont été quand même extrêmement importantes, que ça soit sur la partie carbone, où on prend en compte le scope 3. Vous savez, ce sont les émissions de CO2 qui sont liées non pas à notre activité propre, mais à celle de nos chaînes d'approvisionnement, d'où l'intérêt de travailler avec ces fournisseurs. Et puis on s'occupe de tout ce qui se passe chez nos clients. Je veux dire par là qu'on les accompagne aussi dans une utilisation de plus en plus responsable des produits. Je parlais de la réparation tout à l'heure. La réparation chez LVMH en 2024, je n'ai pas encore les chiffres 2025, c'est 10 millions de produits réparés, par exemple. Ou bien dotés de systèmes de refill, vous savez, des systèmes qui permettent de recharger, notamment utilisés dans les parfums et dans la cosmétique. Et puis, il y a cette évolution aussi extrêmement forte sur l'attention portée à la certification de l'ensemble des matières premières qu'on peut sourcer dans le monde entier. Donc, comment s'assurer que ces matières, au fond, elles soient extraites de manière responsable et elles soient acheminées de manière responsable. Donc, moi, je considère qu'en 10 ans, aidé d'ailleurs par la réglementation, la loi AGEC a beaucoup... fait pour inscrire dans les pratiques, concrètement, tout ce qui relève de ce nouveau modèle de l'économie circulaire. Et la plus grande différence, finalement, si je la résumais très rapidement depuis 10 ans, c'est que le sujet de la sustainability n'est plus un sujet qui est posé à côté des affaires, à côté de la stratégie. Il est vraiment intégré dans la stratégie globale du groupe LVMH, et au-delà de ça, il s'inscrit dans l'ensemble des opérations, chez les acheteurs, chez les responsables de l'industrialisation, les opérations, les directeurs de sites, etc. Donc on est passé d'une vision un peu corporate à une vision extrêmement opérationnelle, industrielle du sujet. Et c'est paradoxal parce qu'en effet, vous avez raison de le souligner, on est dans un contexte qui n'est pas simple, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons géopolitiques, politiques. On a l'impression qu'il y a un backlash sur l'ensemble des sujets environnementaux ou de responsabilité sociétale. Et c'est autre chose que l'on constate, à la fois chez nous, c'est-à-dire on garde le cap, et on sait très bien de toute façon que la réalité de l'impact du climat, elle est déjà physique, elle est visible, et qu'il n'y aura pas d'entreprise gagnante dans un monde qui brûle ou dans un monde à 4 degrés Celsius. Donc on maintient ce cap, de toute façon le balancier reviendra. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une telle intégration, un tel réflexe pris de manière très concrète, très opérationnelle,
moi je constate plutôt des avancées. On remet demain, c'est un scoop, ce qu'on a appelé les Life 360 Awards, c'est-à-dire les prix qui vont récompenser la mise en œuvre de notre politique qui s'appelle Life 360, de notre stratégie environnementale. Et j'ai reçu 147 applications, 147 dossiers de candidature de 41 maisons de LVMH, et j'ai découvert des choses extraordinaires qui sont vraiment, je ne peux pas le dire autrement, implémentées dans le business. Et rapidement, du coup, pour clôturer, là, on comprend bien qu'il y a une attente, il y a déjà une mise en pratique de ces engagements environnementaux. Ça répond à une attente, bien sûr, des consommateurs. Est-ce que, dans le cadre, quand on est justement dans le secteur du luxe, est-ce que s'engager environnementalement, c'est pas seulement répondre à cette attente, mais c'est aussi essayer de créer cette désirabilité de cet aspect environnemental dans ce qu'on va proposer, du coup, à sa clientèle? Oui, absolument. Faire cette alliance entre sustainability et désirabilité, c'est vraiment ce qui est au cœur de ce luxe nouveau que LVMH essaie, avec ses parties prenantes, de construire. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, il y a presque une évolution du processus créatif. Vous savez, pendant très longtemps, la création, c'était d'abord une idée de génie. Et puis on allait chercher les ressources un peu partout. C'était pas le sujet, c'était pas l'enjeu. Et là, c'est autre chose qui est en train de se passer. On part des matières existantes, y compris d'ailleurs des chutes de cuir, par exemple, et on invente quelque chose de nouveau à partir de cela. Une marque comme Loewe, par exemple, a fait des sacs extraordinaires qui sont simplement avec des chutes de cuir, mais très joliment tressées, et qui sont, comme vous le dites, désirables, mais qui reposent sur une éco-conception finalement du sac. Donc c'est très intéressant de voir cela. Et au fond, le grand sujet, c'est de transformer une contrainte, comme dit mon président, en une vraie opportunité, et d'aller chercher dans l'ensemble de ces définitions de la sustainabilité, finalement, une source d'inspiration pour des nouveaux matériaux, pour des nouvelles expériences clients également, pour des nouveaux produits. Et je pense que, au fond, pour répondre très concrètement à votre question de la désirabilité responsable, c'est d'être en capacité de faire une différence entre la nouveauté et le neuf. On a tous envie de nouveauté dans nos vies, toujours. Bon. Mais une nouveauté, c'est pas automatiquement quelque chose de neuf. Ça peut être de l'upcycling, ça peut être autre chose, mais c'est pas automatiquement quelque chose qui vient juste d'être produit, etc., du neuf. Et ça, je pense que c'est ça qu'on est en train de découvrir, et c'est ça qui rend vraiment le luxe responsable. Merci beaucoup, et qui reste à continuer à inventer et à réinventer. Merci Absolument. beaucoup. S'adapter Hélène. en permanence. Merci à vous. Merci beaucoup, Hélène Balade. Je vais relaisser la scène. Un grand merci à Jessica et Hélène